16 août 2005, comme vous nous manquez. Écoute dans le vent l'absence. et les âmes sont en peine. Dim the lights, I don't want people getting up. Weather's bad, my friends. Souffrir, En sanglots. Les morts ne sont pas morts. Tu sais que je suis en vie. élévation, émotion, détermination. Écoute plus souvent les choses que les Nous êtres. devons apprendre à vivre avec. Tournez la page. Give me power up! Is there a problem on board? Tell them both engines are out. Both engines have failed. Confirm. Les morts, Nos frères, nos sœurs, Mes enfants mes beaux-parents, la nous souffrance, ont quittés. unis dans la mort, se battre pour la vérité. si proches et si loin. Il y a une incohérence entre les papiers qu'on a S'il retrouvés. n'y avait pas de procès, là, ça serait vraiment terrible. Les pilotes d'une compagnie sont... Tout ce qui pouvait être fait pour la manifestation de la vérité, je pouvais. S'il y a des menaces de mort, pourquoi? Voici l'épave du McDowell Douglas de la compagnie colombienne West Caribbean. L'avion s'est écrasé dans une zone accidentée proche de Maracaibo. Les secours dépêchés sur place n'ont trouvé aucun survivant, 153 Des débris fumants dans les montagnes du Venezuela. Au petit matin du 16 août 2005, ce sont les seuls vestiges du vol charter Panama-Fort-de-France. À son bord, on comptait 8 membres d'équipage colombiens et 152 passagers, tous des Français originaires de Martinique. Rapidement, les boîtes noires sont retrouvées, et avec elles, l'espoir de comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-il donc arrivé en pleine nuit au vol 708 ? Une défaillance mécanique ? Une erreur de pilotage ? Qui est responsable ? La compagnie, le constructeur, l'organisateur du voyage ? Dès les premières heures, une multitude de questions se posent. À cet instant, les enquêteurs, eux, ne savent qu'une seule chose. Ils ont affaire à la catastrophe aérienne la plus meurtrière de toute l'histoire de l'aviation française. Île de la Martinique, 16 août 2005. Il est 6 heures du matin et le soleil se lève sur une journée qui s'annonce radieuse. À l'aéroport, le vol West Caribbean 708 est annoncé avec du retard. Il aurait dû atterrir déjà depuis plus de 2 heures. C'est vers 6h30, 7h, j'ai une collègue de travail qui m'appelle. Déjà, j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'elle m'appelle à cette heure-là. Et elle me pose la question, savoir où mes parents étaient en vacances. Régine est agent d'embarquement à l'aéroport du Lamentin et d'emblée, elle pressent quelque chose d'anormal. J'ai trouvé cette question bizarre. À cette heure-là, un mardi matin, en quoi ça la concernait? Donc, travaillant à l'aéroport, je connaissais le prestataire de service de la compagnie aérienne sur Fort-de-France. Je l'appelle et là, tout de suite, au son de sa voix, je sens qu'il y a quelque chose. Puisqu'il hésite, il n'arrive pas à me parler, beaucoup de blanc, et il me dit « Viens sur l'aéroport ». Régine prend aussitôt la route et fonce vers l'aéroport. À son arrivée, elle comprend tout de suite qu'un terrible drame est en train de se jouer. Et j'arrive dans le hall de l'ancien aéroport où tout le monde était réuni et de voir cette foule. Quand j'ai vu tous les officiels se réunir dans l'escalier tous ensemble, et j'ai vu des visages complètement défaits. Service de secours, autant que faire se peut de se rapprocher. Je me suis dit, oh, là c'est grave, là c'est très très grave. 4 cellules sont mises en place à l'étage de façon à ce que les victimes, les familles des victimes soient entendues. Dans la foule se trouve également Rose-Marie Topin-Pélican. Elle est venue accueillir sa sœur et sa nièce qui reviennent d'une semaine de vacances au Panama. Et même sur CNN, ils avaient annoncé depuis le petit matin
qu'un avion en provenance du Panama était tombé et que manifestement il n'y avait pas de survivants. Mais bon, dans la mesure où les autorités locales ne véhiculaient pas cette information-là, peut-être que notre frère, notre sœur n'étaient pas à bord, peut-être qu'il y a des survivants, il y a peut-être encore de l'espoir en quelque part, puisqu'ils ne nous disent pas de manière catégorique que l'avion est tombé et puis qu'il n'y a plus rien à faire. Et notamment, aucune information des autorités vénézuéliennes ne me permettent de vous dire le nombre de vies humaines qui auraient pu être perdues. Je fais plusieurs malaises. Et à un moment, mon frère, il vient, il me dit « Oui, Régine, j'ai entendu, il faut se préparer au pire. » D'établir, après contrôle, la liste définitive. C'est seulement autour de midi qu'un élu local a décidé d'en finir avec ses non-dits, ses atermoiements. Amand Chantal. Antiste Bernard. Antiste Clara. Ahmed Claude. Balit Noah. Bapté Christiane. Bapté Mireille. Bapté Thomas. Au total, 152 noms. L'une des plus grandes catastrophes survenues en Martinique. Beaucoup ont pensé que ça a été dit de manière trop brutale, qu'il ne fallait pas procéder de cette façon. Et pour ma part, plutôt que d'afficher une liste où les gens iraient se bousculer, donc je pense qu'il fallait le faire comme ça. Les gens manifestaient leur douleur, ils criaient. C'est vrai que j'oublierai jamais ces cris. C'est vrai que quand on est témoin de ce genre de choses, quand on est même partie prenante, on intègre ça avec soi et pendant longtemps, je les ai entendus. Je suis encore allée récemment à cet aérogare et j'associe ce lieu-là à tous ces cris-là qui ne m'ont pas lâché depuis et qui d'ailleurs font partie des choses qui me donnent la force d'aller plus loin, la force d'avancer. Franck Zozer est journaliste à RFO. Envoyé spécial au Venezuela, il est le premier journaliste français à être sur le lieu du drame. On ne sait pas ce qui nous attend, quoi. On est dans l'avion, on se prépare au pire, mais on ne sait pas ce que c'est. On n'a jamais vu d'accident d'avion, personne n'a jamais vu d'accident d'avion en Martinique. Et à ce moment-là, on arrive et on voit des corps par terre, on voit des morceaux de corps. Ils ne sont pas reconnaissables. On voit des gens en train de ramasser des papiers, ramasser des objets, ramasser des corps, décrocher une hôtesse dans un arbre à moitié. Enfin bon, voilà quoi. On a l'impression vraiment d'être sur un champ de bataille. Les Vénézuéliens, en ramassant les corps, parce que ce n'étaient pas des spécialistes, c'était des gens des services municipaux, ils ont ramassé comme ils pouvaient, sans véritablement noter les endroits, comme ça se fait habituellement. Ils n'ont pas ramassé les corps de manière scientifique. Résultat, tout de suite on a compris qu'il y aurait eu un problème pour regrouper, reconstituer les corps, regrouper les différents membres. On l'a compris tout de suite en arrivant. Mais le problème, c'est ça, c'est que la Martinique appelle quand est-ce qu'ils vont rentrer, quand est-ce qu'ils vont rentrer. Et à ce moment-là, le problème, c'était est-ce qu'il faut rajouter de la douleur à la douleur? Est-ce qu'il faut dire, pour l'instant, ça ne sera pas possible. Et donc, je crois qu'on a eu raison ce jour-là de rien dire, quoi. La femme du maire est arrivée, s'est approchée de moi et elle me dit à ce moment-là, vous savez ce qui nous donne du courage, c'est que dans cet avion, il y a presque autant de Bibles que de passagers. Voilà quoi. C'est... Dans tout le pays, l'émotion est considérable. 24 heures après le crash,
le gouvernement français envoie François Baroin en Martinique. Non seulement il est le ministre de l'Outre-mer, mais il connaît personnellement ce type d'épreuve. Lui-même a perdu son propre père dans une catastrophe aérienne. Le plus difficile, c'était naturellement le premier contact avec les familles. C'était terrible sur le plan humain. Je me souviens évidemment de ces centaines de personnes qui étaient là. Dans l'interrogation, beaucoup d'entre elles ne voulaient pas encore croire, évidemment, à l'accident. Mais c'est pas le représentant de l'État qui est là, c'est juste un homme en face d'un père de famille. Je lui dis qui était dans l'avion, il me dit c'était ma fille. Je croise une autre jeune femme qui avait perdu son père et sa mère, et que je prends dans les bras. Qu'est-ce que vous voulez faire? Une espèce de détresse humaine où le sol se déroule sous les pieds et se dérobe, une impression de vide collectif. Et j'ai essayé à la fois d'être méthodique en termes d'organisation de l'État et très présent auprès des familles autant que possible, avec des mots qui ne représentent pas grand-chose, mais tout simplement pour dire qu'ils n'étaient pas seuls dans cette détresse. Retour en arrière. Nous sommes le 16 août 2005 sur l'aéroport de Panama, peu après minuit. Ce soir, le commandant Ospina assure le vol 708 à destination de Fort-de-France à bord d'un MD-82. Un appareil sur lequel son expérience se limite à seulement 400 heures de vol. David Munoz, son jeune copilote de 21 ans, possède lui près de 800 heures de vol sur MD-82, le double du commandant. Comme d'habitude, l'équipage se rend chez le préparateur pour récupérer le dossier de vol comprenant les documents météo et le devis de masse de l'avion. Ce document est essentiel car il indique au commandant le poids total de l'appareil. Jusqu'à présent, tout va bien. Les passagers sont confortablement installés et dans 3 heures, ils seront rentrés chez eux. Default takeoff checklist. Cabin ready, check. Flaps. 11. West 708 requesting line up and takeoff. West 708, you're cleared for takeoff. Have a safe flight. West 708 lining up and taking off. Are you ready? Ready. Okay, let's go. À 1h du matin, le vol 708 décolle de Panama et prend un cap direct pour Fort-de-France. C'est le chemin habituel et le plus court, pas forcément le moins risqué. Claude Bélanger, procureur de la République à Fort-de-France, a suivi de très près les investigations menées par les enquêteurs. Ce qui interpelle, c'est d'abord le choix d'une route qui traverse une zone orageuse extraordinairement active et donc, tous les pilotes le savent, particulièrement dangereuse. Alors pour quelles raisons les pilotes ont choisi cette route dangereuse alors qu'une route plus au sud aurait permis d'éviter ces orages? Personne ne le sait. En effet, l'avion se dirige droit vers une zone encombrée de cumulonimbus, les nuages les plus dangereux pour l'aéronautique. Leur cœur ressemble à une véritable tour infernale dont le sommet en forme d'enclume peut atteindre les 18 km d'altitude. Et au cœur de ces cumulonimbus, souvent c'est l'enfer, avec des courants ascendants ou descendants dépassant les 70 km/h, sans parler du givre et des grêlons, parfois de la taille d'un poing. The thunder outside. Request to deviate to the left, would you? West 708 requesting deviation on the left to avoid CB. Okay, West 708. L'équipage avait-il toutes les indications météo pour choisir la bonne route? En tout cas, il fonce maintenant à 900 km/h droit sur la zone perturbée. Évidemment, il aurait pu facilement la contourner, mais un détour coûte du temps, donc du carburant et de l'argent pour une compagnie qui n'est pas riche. Le seul atout du commandant,
son radar météo, lui indiquant en rouge les zones les plus actives à éviter absolument. 17 minutes après le décollage, le MD-82 survole la frontière colombienne et passe sous le contrôle aérien de Barranquilla. West 708, radar contact, we're going straight on Sidos. Le vol 708 est enfin sur le point d'atteindre son altitude de croisière, 31 000 pieds. Il lui aura fallu 19 minutes au lieu de 14. Pourtant, les moteurs fonctionnent normalement. L'avion serait-il plus lourd que prévu? En tout cas, cela ne perturbe pas plus le commandant. Son appareil est poussif, mais lui décide de monter encore plus haut, à 33 000 pieds. West 708, requesting climb to flight level 330. La décision du commandant Espina est dangereuse. Son avion est lourd, peut-être même en surcharge. Le faire monter plus haut peut le mettre en difficulté. Pourtant, il persiste et modifie manuellement les données du calculateur de performance pour remettre l'avion en montée jusqu'à 33 000 pieds. Il a été décidé de monter à une altitude qui était hors des capacités de propulsion de l'avion et des réacteurs. Au-dessus d'une certaine altitude, en fonction d'une masse donnée, l'avion ne peut plus avancer suffisamment vite. Trop haut et trop lourd. Du coup, l'appareil commence à ralentir. Or, pour maintenir un avion en vol, l'air doit s'écouler à une certaine vitesse autour des ailes. Cette vitesse crée une force appelée la portance. Si la vitesse décroît, la portance décroît entraînant des vibrations. Et en dessous d'un seuil minimal, l'avion décroche. En clair, il cesse de voler et il tombe. Captain, we're shaking. We're shaking? Yeah, we're shaking. Action, reaction. I've got control. I'm not the veteran. Ce tremblement peut avoir deux origines. Soit l'avion vole trop lentement et est sur le point de décrocher, soit il s'agit de turbulences. Le commandant, lui, est concentré sur la situation météo et probablement prend ces tremblements pour des turbulences. En tout cas, il ne réagit pas. Visiblement, l'équipage n'a pas conscience que l'avion est aux limites de ses performances. So you put the anti-ice on. Anti-ice on. Check. Et ils aggravent encore plus la situation en allumant le système de dégivrage, dont l'énergie est prélevée sur les moteurs, qui du coup délivrent encore moins de poussée. Jean-Bernard Bourrat est ingénieur aéronautique et a perdu plusieurs membres de sa famille dans cette catastrophe. À ce moment-là, comme la vitesse décroît, la seule possibilité que l'avion a de conserver une portance constante qui permet de rester en vol rectiligne horizontal, eh bien, c'est de progressivement cabrer le nez de l'avion de façon à prendre de l'incidence et venir compenser par l'incidence cette diminution de vitesse. De plus en plus difficilement, l'appareil poursuit sa montée vers 33 000 pieds. L'attention des pilotes est concentrée sur leur slalom entre les cumulonimbus. Personne ne surveille la vitesse qui, lentement, minute après minute, ne cesse de décroître. Is that radar on 30? Negative. Thanks, guy. C'est tout à fait incompréhensible. Selon les experts, il est tout à fait surprenant que les pilotes n'aient pas prêté attention à cette diminution de vitesse qui a amené au décrochage. Un décrochage en haute altitude, c'est pas prévu dans les manuels. Ça se fait pas, on s'entraîne pas à décrochage à haute altitude parce que ça ne doit pas arriver. Enfin, le MD-82 en pilotage automatique atteint les 33 000 pieds. L'équipage se préoccupe maintenant de la collation apportée par l'hôtesse. Do you want to share the other one? No, thanks. L'avion est en croisière, mais personne ne s'aperçoit que sur le tableau de bord, la vitesse à chaque seconde continue à diminuer. So you put the anti-ice on. Anti-ice on. Check. Pire, une nouvelle fois, ils enclenchent le système de dégivrage, détournant une partie de la poussée des moteurs. Oh, gee. C'est la goutte d'eau. Car depuis 11 minutes, la vitesse ne cesse de décroître. Weather's bad, my friends. Alejo, you there? Yes, Captain, I'm listening.
Dim the lights, I don't want people getting up. All right, Captain. Omar Ospina, visiblement, croit toujours avoir affaire à de simples turbulences. Cette fois, l'avion ne peut plus suivre. Il commence à descendre. Que se passe-t-il dans sa tête? So we're going to descend. We'll go to 310. Whiskey Charlie Whiskey 708 to Mike Katia. Le commandant voit que son avion descend tout seul, mais fait comme s'il maîtrisait la situation. Requesting flight level 310. Whiskey Charlie Whiskey 708, Mike Katia. Are you requesting to descend 310? Charlie Charlie. Descend and maintain 310. Roger, descending to 310. Give me power up! Le pilotage automatique est désengagé. Le commandant reprend les commandes en manuel. Il aurait alors remis les gaz et tenté de tirer sur le manche pour maintenir l'avion à 31 000 pieds. Au même instant, c'est l'alarme de décrochage qui se déclenche. Cette fois, le commandant ne peut plus ignorer que son avion tombe. L'attitude de l'équipage est relativement surprenante puisque, au lieu de sortir de ce décrochage en remettant l'avion en piqué, comme on le fait, je dirais, usuellement à l'entraînement, eh bien, l'équipage a maintenu l'avion incabré dans une position qui fait qu'il ne pouvait pas sortir du décrochage. Whiskey Charlie Whiskey 708. Can we descend to 290? L'équipage semble dépassé, tétanisé au point d'oublier de sortir la checklist prévue pour ce type de situation. En maintenant l'avion cabré, de surcroît, il gêne l'entrée de l'air dans les réacteurs, réduisant encore un peu plus leur puissance. C'est un véritable cercle infernal. West 708, can we descend to 240? Descend 240. There problem on board? Affirmative. Tell them both engines are out. Both engines have failed. Confirm? Both engines have failed. En fait, le commandant est persuadé d'avoir un problème de moteur. Il s'est enfermé dans cette idée et du coup est incapable d'analyser correctement la situation. Ask him what the safe minimum altitude is. Confirmed MEA for this zone and area. Confirm radial and distance from Puerto Cabello. Negative. Negative. Cette fois, c'est la panique. Le commandant ne sait même plus exactement à quel endroit il se trouve. En réalité, ils viennent juste de franchir la cordillère des Andes et sous les ailes, les sommets culminent à 10 000 pieds, presque 3 000 mètres d'altitude. You want to descend 240? We're at 14,000. We're at 14,000. We're descending. We're descending. Plane's out of control. Plane is out of control. Received. Confirm number of passengers on board. 152 passengers on board. The plane is out of control. Confirm 152 passengers on board. Affirmative. Whiskey Charlie Whiskey 708, do you copy? Whiskey Charlie Whiskey 708, Mike Itia, do you copy? Whiskey Charlie Whiskey 708, do you copy? Telles sont les circonstances dans lesquelles les 152 passagers et les 8 membres d'équipage du vol Ouest 708 ont trouvé la mort le 16 août 2005. Le 24 août est décrété journée de deuil national. Le président de la République fait le déplacement à Fort-de-France. 110 000 personnes, presque un tiers de la population de l'île, participent à la cérémonie d'hommage aux victimes. Mes frères et sœurs, sans oublier les familles des victimes. C'est le président Jacques Chirac qui a décrété le deuil national. Il l'a décrété sur la base de ce qu'il savait de la douleur des familles qui avaient perdu leurs proches. Il l'a décrété sur la base de la solidarité avec la Martinique et toute l'outre-mer.
Il a décrété sur la base d'une réalité qui est que cette catastrophe de l'accident qui a endeuillé la Martinique et la France entière était la plus grande catastrophe aérienne de tous les temps dans l'histoire du transport aérien français. Et puis il l'a décrété parce qu'il le souhaitait tout simplement. Plus que tout autre, les familles endeuillées veulent maintenant comprendre. Elles créent une association de proches des victimes dont Rose-Marie Topin-Pélican devient un membre actif au point de se rendre elle-même sur les lieux du crash pour mener ses propres investigations. Quand je suis allée la première fois à Machiquez, c'était en mars 2006. Sur les lieux, donc j'ai pu voir des débris de l'avion. J'ai pu voir énormément de chaussures, des gilets de sauvetage. On a même trouvé des cartes de CMU, des cartes de crédit. Et le pire, c'est que j'ai eu l'occasion de ramasser ce jour-là, à mains nues, des ossements. Et le fait de faire ça, le fait de voir qu'en si peu de temps, ils étaient passés de touristes, de passagers à des ossements, ça m'a encore davantage donné l'envie d'aller comprendre pourquoi, d'aller chercher la vérité. Et quand j'ai tapé West Caribbean, alors j'ai vu que c'était une compagnie qui avait déjà eu un crash en mars 2005. Il y avait eu des morts. Et j'ai su aussi, au fil du temps, qu'elle n'avait pas payé ses employés depuis pratiquement 5 mois, ce qui est non. C'est public, c'est une compagnie qui avait des difficultés financières, incontestables, mais qui, justement en raison de ces difficultés financières, était suivie par les autorités colombiennes. West Caribbean, una manera diferente de volar. Derrière le slogan publicitaire se cache en effet une compagnie aux pratiques douteuses. Avant l'accident déjà, un rapport officiel pointait de nombreuses erreurs de la West Caribbean. Falsification des documents de maintenance, formation insuffisante, dépassement des horaires de travail des équipages. Pourtant, la Colombie n'a jamais interdit de vol la West Caribbean, qui a continué à exploiter ses 3 avions de ligne dans des conditions plus ou moins hasardeuses. À partir des éléments que nous avons à notre disposition, les bandes sonores, les papiers qu'on a pu retrouver à la préparation du vol, on constate néanmoins un certain nombre de comportements et de décisions qui ne vont pas dans le sens de la sécurité, de toute évidence. Pour tenter de mieux comprendre les nombreuses erreurs commises par l'équipage du vol 708, l'association des familles s'est entourée de pilotes, comme Gérard Arnoux, qui s'est spécialisé dans l'analyse des catastrophes aériennes récentes. Première question, l'équipage avait-il les bonnes cartes météo ? Si tu dois traverser ça et que ça monte à 50 000 pieds, tu cherches l'endroit où il y en a le moins. Elle était à la bonne heure. Il n'est pas dit qu'ils disposaient de cette carte-là. Non, la carte qu'ils auraient dû avoir, qu'ils avaient peut-être, on ne sait pas. Le fait est qu'aucun double de carte météo n'a été retrouvé par les enquêteurs lors des perquisitions, ni au Panama, ni à Medellín, au siège de la compagnie. Alors, Omar Espina et David Munoz ont-ils décollé avec les bonnes cartes météo ? Avaient-ils même une carte météo à bord ? Tout dans leur attitude semble plutôt indiquer qu'ils ignoraient le danger qui les guettait. Ils sont passés là, hein. Voilà. Donc ils sont passés dans ce noyau-là, qui a l'air extrêmement dense, effectivement, ici. Et ils se sont crachés par là, hein, c'est ça, Rose-Marie ? Oui, oui. Bon. Oui. Ils étaient d'ailleurs presque sortis. Hein. Ils étaient pratiquement sortis. Hein. Pendant un bon moment, ils ont dû s'embêter là-dedans. Hein. Ouais. Ce qu'ils auraient pu faire, non, moi j'aurais dû faire le décollage, avec une carte comme ça, mais ils n'avaient pas cette carte. Alors, l'absence de carte météo à bord est une hypothèse sérieuse qui est considérée par les enquêteurs, parce qu'on ne comprend pas comment, en présence de carte météo, l'équipage aurait pu suivre cette trajectoire. Une autre route était pourtant possible, plus au sud, sans orage celle-là, mais avec d'autres complications pour la compagnie. Demande une autre route, c'est pas si simple que ça en air. Il faut annuler
le plan de vol répétitif et faire établir un nouveau plan de vol auprès des autorités. Et suivant les conditions de trafic dans la zone, ça peut prendre une demi-heure comme ça peut prendre 3 heures. Si l'avion devait être réengagé sur une autre destination à son retour de Fort-de-France, eh bien, toute cette modif de plan vol pouvait effectivement perturber l'exploitation de façon significative. Donc vous voyez autant d'éléments qui font que sous la pression temporelle, sous la pression compagnie, sous les méthodes compagnie, les pilotes peuvent ne pas avoir forcément le comportement le plus approprié qu'il aurait fallu avoir. Voilà. Okay, we need to come back to the left. Now it's 30 degrees to the left now. West 708 requesting 30 degrees deviation to the left. Donc si au départ, ils ont des cartes qui leur indiquent la météo qu'ils vont rencontrer sur leur parcours, donc ils sont préparés. D'ailleurs, logiquement, ils devraient l'avoir annoncé, dire qu'il y aura des turbulences, etc. Parce que ce n'était pas de petites formations, c'était des tours de cumulonimbus. Weather's bad, my friends. Alejo, dim the lights. I don't want people getting up. Okay. Effectivement, ce n'est que 5 minutes avant le crash que le commandant semble enfin prendre conscience du danger. On a l'impression que les pilotes naviguent à vue, parce que lorsqu'ils rencontrent les premières formations nuageuses, le commandant de bord dit à son copilote « Estamos en mal tiempo, hermano ». Ça veut dire « il y a du mauvais temps ». Oh, gee. En pleine nuit, le commandant va alors tracer sa route en zigzagant entre les nuages qu'il détecte avec sa seule source d'information, son radar météo. En fait, les avions sont myopes. Ils ont une courte vue. Avec le radar, alors c'est soit l'œil du pilote si le temps permet de voir dehors, soit l'avion vole dans les nuages et ses yeux donc de substitution, c'est le radar. Mais c'est la même portée presque que les yeux, en fait, ça va guère plus loin. On va dire, ouais, 150 km, ça me paraît raisonnable de dire qu'on va utiliser le radar. Et le radar, en tout état de cause, ne permet pas de choisir une route ou plus qu'une autre. Sad radar on 30. Negative. Nice guy. Le vol 708 s'est déroulé de nuit dans des conditions météo difficiles. Le commandant aurait pu refuser de décoller pour attendre une amélioration ou simplement parce qu'il n'avait pas des cartes météo. C'était sa responsabilité. Mais Omar Ospina avait-il réellement le choix ? J'imagine en tout cas que, effectivement, lorsqu'on n'est pas payé depuis plusieurs mois, quand on sait que sa compagnie a des difficultés, l'absence de carte météo n'est pas suffisante pour prendre la décision d'arrêter le vol. Les enjeux sont bien trop importants, ne serait-ce qu'à titre individuel, où la non-réalisation d'un vol peut se traduire immédiatement par la suppression de son contrat de travail, tout simplement. Et dans ce cas-là, l'envie de conserver son travail peut être plus forte, effectivement, que la volonté de réaliser le vol dans les conditions parfaites de sécurité. Une autre inconnue sur le vol 708, le poids de l'appareil. Avant le décollage à Panama, l'équipage a récupéré au bureau de préparation des vols un document obligatoire, le devis de masse indiquant le poids de l'avion. Une information essentielle qui permet notamment de déterminer l'altitude de croisière. Or, c'est prouvé, ce document a été falsifié. Là, en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a une incohérence entre les papiers qu'on a retrouvés qui indiquaient une certaine masse de l'avion au décollage et la performance constatée de l'avion pour atteindre le niveau 310. Le vol 708 a mis 4 minutes supplémentaires pour arriver à 31 000 pieds. Or, les moteurs fonctionnaient normalement. Une seule explication possible, l'avion était plus lourd que prévu et comme une voiture trop chargée, plus lent dans les côtes. Aujourd'hui, on veut bien admettre que l'avion est parti en état de surcharge. La première question, les pilotes avaient-ils réellement conscience d'être en excès de poids? Le commandant n'a aucun moyen de vérifier le chargement de son appareil, et même une inspection visuelle ne lui permet pas. On fait confiance à la compagnie d'assistance qui vous fournit ce devis. Il est signé par le responsable du chargement. Donc à l'équipage, on a présenté un devis dans les normes et peut-être qu'il y avait en dessous plus de choses
que ce qu'on a bien voulu dire. C'est encore une fois la responsabilité du commandant de bord de mentionner ou de vérifier son chargement, à la fois pour l'équilibre et puis à la fois pour la masse totale, puisque c'est cette masse qui lui permettra de savoir s'il peut atteindre ou pas une altitude donnée. Mais la question de savoir qui avait intérêt à falsifier le devis de masse, elle reste en suspens. Le commandant Espina ignorait probablement le poids réel de son avion. I request flight level 330. Sinon, comment expliquer sa décision de déconnecter son calculateur de performance et de monter à 33 000 pieds? To Barranquilla, requesting flight level 330. Une altitude plus élevée que celle prévue et où son appareil trop lourd ne pourrait se maintenir. Plus on vole haut, moins on consomme généralement de pétrole, et donc plus on préserve la marge de l'entreprise. Les pilotes d'une compagnie sont à l'image de la compagnie qui les emploie. Si la compagnie est une compagnie poubelle, hein, pour utiliser un terme un petit peu connu, si c'est une compagnie poubelle, forcément, les procédures, les règlements, les normes, la façon dont ils sont appliqués dans cette compagnie vont déteindre cette mauvaise qualité et va se retrouver dans l'exploitation. Donc il est bien clair que dans cette affaire, les pilotes ne sont pas les seuls responsables, loin s'en faut. Il y a tous ces éléments que nous venons de citer qui ont joué un rôle, quelque part, qui n'ont pas joué leur rôle, en fait, qui aurait dû empêcher cet accident. Voilà, donc les pilotes, c'est que le bout de ligne, le bout de chaîne, bien sûr, eux aussi, ils ont leur part, certainement, de responsabilité là-dedans, mais pas seulement. Dans cette catastrophe, la formation des pilotes est également mise en cause. Dans un cockpit, chaque pilote a normalement les mêmes compétences et les mêmes responsabilités. I request flight level 330. Si l'un ne comprend pas une manœuvre de l'autre, ils doivent s'en expliquer sur le champ. On a un peu l'impression que le copie est là, un petit peu... Il est là, quoi, mais il est là. Et il remplit pas totalement son rôle, encore qu'on ne puisse pas lui reprocher précisément tel ou tel point, mais c'est plutôt un sentiment général. I'm not the veteran. Le commandant représente la science, le savoir, l'expérience, et que le copie, en plus, malheureusement, ce copie, il est tout jeune. Il a 21 ans, ça fait quand même pas beaucoup pour être dans un poste de pilotage. Je veux dire, c'est pas une maturité intellectuelle, bon, on peut, hein, mais ça fait vraiment très jeune, quoi. Should we turn the anti-eye sign? No need. Sure. C'est un problème de culture de la compagnie, mais c'est des fois un problème de culture tout court. Exemple, en Asie, où on ne perd pas la face. On ne doit pas perdre la face en public. L'Amérique du Sud est connue aussi pour un peu avoir ce problème-là, de fortes penchants pour la hiérarchie. Ça a entraîné des très très gros problèmes dans des compagnies aériennes où justement l'autorité, ce qu'on appelle le gradient d'autorité du commandant vers son copilote était extrêmement élevé. Et donc réduisant le copilote à un rôle subalterne qui n'est pas son rôle. It's the stall, Captain. Au début du décrochage, le copilote se contente de constater. Il ne fait aucun autre commentaire et ne prend aucune initiative. Est-ce qu'il n'avait pas une confiance telle dans le vétéran qui était à gauche pour dire bon, il a la situation en main et on va s'en sortir, quoi, et on va y arriver, quoi. Donc, alors qu'en fait la situation elle était perdue depuis pratiquement 30 000 pieds, quoi. West 708, we're continuing the descent to 290. Et alors, moi, ce qui m'a un peu le plus étonné, disons, dans cette affaire, c'est les échanges avec la tour de contrôle, comme si on était dans une situation presque pas normale, mais une situation d'urgence, mais sans plus, quoi. Je communique avec le contrôle, alors qu'effectivement, il y avait plutôt autre chose à faire qu'à faire de la radio à ce moment-là, quoi. Ou alors au moins passer un message de détresse, ce qui n'a pas été fait non plus dans, enfin en tout cas dans les règles prévues, quoi. Voilà.
Mais il y aura toujours des zones d'ombre. Par exemple, pourquoi les pilotes ont été incinérés, c'est une décision qui a été prise par les autorités vénézuéliennes. Nous n'aurions pas fait la même chose en France, nous aurions fait procéder à des analyses toxicologiques pour connaître l'état d'imprégnation alcoolique éventuel ou la présence de toxiques, de stupéfiants ou même de médicaments qui peuvent provoquer effectivement des réactions inadaptées. La maintenance de l'avion a aussi fait l'objet d'investigations poussées, du fait de la mauvaise réputation de la compagnie. Pourtant, officiellement, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve d'un défaut d'entretien de l'appareil. Mais pour l'association des familles de victimes, il est difficile de croire dans la bonne foi des anciens responsables de la West Caribbean. Concernant le dossier de maintenance, il a été envoyé à la justice française 18 mois après le crash. En 18 mois, on a le temps de faire énormément d'écrits, de faire énormément de choses, de faire énormément de rectifications. Et je pense pour ma part que c'est pour cela que dans ce dossier de maintenance, il y a des vols qui se chevauchent. Il y aurait eu un changement de pièce le 25 octobre 2005, alors que le crash a eu lieu le 16 août. Un document indiquant des réparations sur l'avion 3 mois après sa destruction lors du crash, évidemment, ça ne fait pas très sérieux. Enfin, pour les familles, parmi les responsables indirects, se trouvent 2 acteurs français. Le voyagiste qui a vendu les billets et la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. C'est elle, la DGAC, qui a donné l'autorisation à la West Caribbean, alors au bord de la faillite, de se poser sur le territoire français. Certes, la DGAC a effectué les contrôles réglementaires, mais face à une compagnie poubelle, était-ce suffisant ? La West est régulièrement arrivée en Martinique entre 2h, 3h et 4h du matin. Donc à ces heures-là, avec une lampe torche, on regarde s'il y a une fuite de carburant, on regarde s'il y a quelque chose qui saute aux yeux, qui interpelle. Bon, on vérifie bien sûr que les pilotes ont leur licence et ça s'arrête là. Le terre-plein de la RN5. Les familles ont décidé de porter plainte contre la DGAC. C'est la première fois qu'une association de victimes d'accidents aériens attaque l'État pour négligence. Donc la DGAC s'est contentée pour moi du service minimum. Pourquoi ? C'est vrai qu'elle n'avait pas d'obligation réglementaire, plus que ça. Mais ceci dit, les obligations réglementaires, c'est elle-même qui les écrit. Alors évidemment, on peut toujours se réfugier derrière les propres écritures qu'on a édictées, mais enfin c'est un peu court comme argument de défense, je trouve. Parce que quand même, la Colombie, elle posait plusieurs problèmes. Medellín, qui était le siège de cette compagnie, c'était quand même la capitale mondiale de la drogue, tout de même. Donc on pouvait se poser quelques questions sur le financement, etc. Et on a vu que le financement, ça avait son importance. On sait que ces États-là sont des États où la corruption règne en maître, et que la corruption n'est pas compatible avec l'exploitation d'une compagnie aérienne non plus. Donc si vous voulez, il y avait beaucoup de choses qui auraient dû attirer l'attention de nos fonctionnaires parisiens. Je pense que la DGAC aurait dû interroger son homologue colombien. D'ailleurs, il s'est empressé de dire, à la suite de l'accident, que si la DGAC française lui avait demandé des renseignements, elle les aurait donnés. Mais ça n'a pas été fait. Et s'ils avaient fait ça, je pense que les autorités colombiennes auraient répondu « Ah, West Caribbean, il y a des problèmes, ils ont été pris en infraction à tel endroit, tel endroit ». Et à ce moment-là, normalement, ils auraient refusé la desserte du territoire français. Depuis le crash de la West Caribbean, les autorités françaises ont durci les contrôles sur les compagnies étrangères opérant sur le territoire national. Sollicitée à plusieurs reprises, la Direction générale de l'aviation civile n'a pas souhaité répondre à nos questions. Les passagers du vol 708 avaient tous acheté leur séjour ici, dans une agence de voyage du village de Rivière-Salée. Un séjour dont l'organisation avait été sous-traitée à un affréteur, un broker qui a choisi les hôtels, les excursions au Panama et surtout la compagnie aérienne pour s'y rendre. Donc je regarde encore le programme du séjour au Panama. Tout a l'air parfait. Le choix des lieux, des distractions.
Il y a même le prix, imbattable. En chambre double, 1280 €. 1280 €, le prix du danger payé par sa sœur Marie-Annick et sa nièce Élodie que l'on voit ici durant leur séjour au Panama. Au programme de cette semaine, visites culturelles, plages et shopping, le tout encadré par des guides touristiques francophones qui ont pris ces images. Le séjour semble complet pour un prix très attractif. Le prix normal pour Panama sur vol régulier est d'environ 1 000 € aller-retour, sans les hôtels ni les excursions. Alors, pour proposer un séjour à seulement 1 280 €, l'organisateur du voyage, le broker, n'a qu'une seule solution: économiser sur le transport aérien en choisissant la compagnie la moins chère. C'est une compagnie qui a été cherchée par le broker. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi Monsieur Cimetier, puisque c'est son nom, on ne sait d'ailleurs pas pourquoi, dans la mesure où il habite Miami, pourquoi est-ce qu'il est allé chercher un avion en Amérique du Sud et qui plus est en Colombie, à Medellín. Pour l'AFCA, l'association des familles de victimes, montrée ici durant une réunion de sa commission technique, la responsabilité du broker doit être engagée, car il savait qu'il affrétait l'avion d'une compagnie au bord de la faillite. Certains avocats ont estimé que c'était lui le véritable transporteur. Transporteur de fait. Transporteur de fait. Il faut rappeler qu'il a payé le supplément d'assurance que la DGAC a demandé pour que l'avion puisse s'opposer à la Martinique et non pas la compagnie, qu'il a payé l'essence pour que la compagnie puisse assurer les vols, puisque la compagnie, comme elle était en difficulté, elle n'avait pas les moyens de payer l'essence. D'ailleurs, Il a acheté des pièces détachées. Il a acheté des pièces détachées. D'ailleurs, on a des... Comme d'habitude dans une catastrophe aérienne, les causes du drame sont multiples et les responsabilités indirectes partagées entre les différents protagonistes. Quant aux responsabilités directes, pour la justice française, les choses sont claires. Les deux responsables sont avant tout les deux pilotes du vol Ouest 708. Nous sommes au pénal et il faut rapporter la preuve, non pas d'une simple négligence, mais d'une faute délibérée qui a entraîné des conséquences que les personnes ne pouvaient pas ignorer. Donc c'est une preuve extrêmement difficile à rapporter. L'affréteur, son travail c'est d'affréter un avion d'une compagnie, il savait qu'elle était en difficulté. Est-ce que c'est une faute pénale? Ça sera en tout cas très difficile à prouver. Voilà ce qu'on peut dire. Cinq années après la catastrophe, en Martinique, le souvenir des disparus est dans toutes les mémoires. Chacun attend aussi l'ouverture d'un procès pour finir le travail de deuil et connaître enfin toute la vérité. Mais sans la présence des pilotes, les principaux acteurs du drame, le devenir de ce procès reste encore incertain. S'il n'y avait pas de procès, là, ce serait vraiment terrible. J'avoue que j'ai du mal à imaginer ça. J'avoue que j'ai du mal et je me dis s'il conclut ça, on continuera. Mais on se dit que quand on veut vraiment connaître la vérité, on se donne les moyens, on fait les sacrifices qu'il faut et on se dit dès le départ que ça risque d'être long, donc on se prépare à un combat, si je puis m'exprimer ainsi, à un combat qui va durer 5, 10, 15, aussi longtemps que la vérité ne sera pas mise à jour. Tout ce qui pouvait être fait pour la manifestation de la vérité, je peux vous l'assurer, l'a été. Et le sera s'il y a des investigations complémentaires qui sont demandées par les familles des victimes ou leurs avocats. L'intérêt de la France, l'intérêt, je dirais, à la fois de la sécurité aérienne mais aussi de la justice, c'est de connaître la vérité. La justice française a dépensé plus de 2 millions d'euros dans cette enquête. Pourtant, les zones d'ombre du vol 708 demeurent nombreuses, notamment en Colombie. Un exemple. Aujourd'hui, la compagnie West Caribbean a disparu. Elle a fait faillite après le drame. Mais personne n'a jamais pu savoir précisément qui étaient les véritables propriétaires de cette compagnie poubelle. Les anciens employés refusent de témoigner et en Colombie, la loi du silence semble être la règle. On se rappelle qu'au début de l'enquête, un juge d'instruction avait été nommé à Medellín. Il a reçu des menaces de mort et il a dû démissionner. Et c'est pour cela qu'on a nommé un autre juge, mais cette fois-ci à Bogota. Il y a aussi le cas de M. Padilla,
qui était président du syndicat des pilotes colombiens. Il a reçu des menaces de mort. Il a dû partir en exil à Miami. Malheureusement, sa secrétaire n'a pas eu cette chance et le lendemain de son départ, elle a été assassinée. Donc, s'il y a des menaces de mort, s'il y a des assassinats, pourquoi on ne s'explique pas? On voudrait comprendre, on voudrait que le voile soit levé sur toutes ces zones d'ombre, mais malheureusement, les explications ne viennent pas. Novembre 2009 au crématorium de Fort-de-France. Les familles de victimes enterrent aujourd'hui l'urne contenant les derniers restes de leurs proches rapatriés du Venezuela. En attendant un éventuel procès pénal, certaines familles ont commencé à être indemnisées par les compagnies d'assurance. 25 000 € pour un fils, une fille, un père ou une mère, 15 000 € pour un frère, une sœur, un cousin. Quelques milliers d'euros qui ne feront jamais oublier qu'au Venezuela, 160 personnes sont mortes pour n'avoir pas choisi leur compagnie aérienne en toute connaissance de cause.